Bonjour à tous, bienvenue chez Checksport. Aujourd'hui, on va parler football, formation, mais surtout vérité. Le sac à dos de la vraie vie, il est toujours beaucoup plus grand que le sac à dos du football. Pourquoi cet intérêt d'aider ces jeunes-là? 9 footballeurs sur 10, plus il avance dans son parcours professionnel, plus son salaire diminue. Réussir dans le football, c'est réussir dans la lumière. Non, à un moment, le foot, ça reste un sport. Et un sport, ça se construit et ça se réussit dans l'ombre. Si tu vises Champions League à gauche, tu dois Champions League à droite. Bonjour à tous, bienvenue chez Checksport. Aujourd'hui, on va parler football, formation, mais surtout vérité. J'ai avec moi un acteur très important dans la formation des jeunes. Il a longtemps accompagné des jeunes joueurs qui sont aujourd'hui professionnels et anciens pros. Jean-François Lanvin, comment tu vas? Merci de m'accueillir. En tout cas, je suis très content d'être ici au cœur des quartiers bruxellois. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté de faire cette interview. Je sais que tu as beaucoup apporté dans le monde du football et j'aimerais que, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu te présentes. Je sais que t'as pas seulement apporté dans le football, dans le sport en général aussi. Jean-François Lanvin, moi j'ai 45 ans, je suis enseignant de formation. J'ai donné cours pendant près de 10 ans dans le quartier de Kuregem à Anderlecht, du côté de la place Lemens, à la Providence. C'est souvent là que je dis que j'ai tout appris. Appris la vie, appris les cultures, appris comment fonctionnaient au final les jeunes, notamment les jeunes des quartiers. Et c'est aussi à cette époque où j'ai compris une chose importante qui m'a suivi un peu dans toute ma carrière, notamment ma carrière dans le sport et l'accompagnement, c'est que si tu veux faire évoluer quelqu'un, il faut s'intéresser à l'ensemble de la personne. C'est-à-dire que quand j'étais prof, j'avais des élèves qui étaient en décrochage social, scolaire, parfois judiciaire. Donc, j'avais pas toujours accès à l'élève en tant qu'élève qui veut recevoir une matière. Je devais surtout m'intéresser aux jeunes qui se cachaient derrière l'élève, comprendre comment des bons gamins, des bonnes gamines pouvaient parfois se retrouver là, déjà avec des sacs à dos de vie assez lourds, et donc pas s'intéresser à ce qui se passait spécialement entre 9h et 16h dans le cadre scolaire, mais qui sont-ils avant 9h, qui sont-ils après 16h. Donc j'ai beaucoup appris, c'est la période de ma vie qui était certainement la plus enrichissante. C'est une période aussi de ma vie où je pratiquais du sport de haut niveau, où j'étais ultra-marathonien. D'accord. Donc je pratiquais les courses de désert, je courais des courses par étapes dans le désert, dans les déserts du monde, dans des conditions un peu extrêmes, grosse chaleur, grosse difficulté. C'est aussi là que j'ai pu affiner aussi ce qu'est le sport de haut niveau, parce que j'étais sportif amateur en termes de statut, mais qui s'entraînait presque comme un athlète professionnel. Donc à l'époque, je courais presque 200 km par semaine. Donc je m'entraînais à 5h du matin, une première fois, puis le soir en rentrant du boulot. Et donc ça m'a permis aussi d'optimaliser ce que le sport demande. Et donc quand j'ai eu l'occasion en 2010 de joindre mes deux passions qui sont justement le sport de haut niveau et l'éducation, le faire grandir en rentrant au Sporting d'Anderlecht. Je pense que j'étais outillé et prêt pour cette grande aventure dans le football. J'aimerais savoir pourquoi cet intérêt d'aider ces jeunes-là. Au tout début, tu m'as dit que tu t'es intéressé à qu'est-ce que font les jeunes entre 5h et 20h. Pourquoi cet intérêt? Est-ce que toi, plus jeune, t'as connu quelqu'un qui a aussi fait ça pour toi ou... Justement, c'est une très bonne question, Yves. Pas spécialement. Moi, je viens pas de Bruxelles à la base. Je suis de Soignies, une ville assez favorisée. Je dis souvent, j'étais dans l'enseignement général. L'enseignement général où, malheureusement, on stigmatise les jeunes qui sont en technique ou en professionnel. Donc, moi, j'étais presque formaté pour rejeter ou mépriser d'autres jeunes. Et puis, j'ai eu la chance de faire des stages dans le cadre de mes études de prof. Et c'est là que j'ai eu un peu, une révélation, un coup de foudre, une vocation, peu importe comment on appelle ça, et cette envie justement d'aller à la rencontre de la différence. Et c'est clair que mes 10 ans à Kuregem ont été fantastiques parce que là j'étais le blanc de service. J'étais vraiment l'étranger du quartier. C'était magnifique parce que c'était à moi de m'intégrer. J'arrivais pas en tant je suis le prof et on doit me suivre. Non. C'est d'abord tu t'adaptes et tu apprends à connaître les gens tels qu'ils sont, dans leur réalité, leur culture, leur code. Et puis après, si tu sais les amener quelque part. Mais je pense que c'est important quand tu veux aider quelqu'un, que ce soit dans la vie, dans le sport, mais l'important c'est la vie. Tu dois d'abord aller chercher là où il est, pour l'amener petit à petit vers ce que tu penses être bon pour lui. Mais si tu te restes là en disant, écoute mon petit, je veux t'aider, viens me retrouver, ça ne marche pas. Non, c'est à toi de t'adapter. Tu descends, tu
vas le chercher là où il est, ça prend le temps que ça doit prendre, et puis après, si la personne a envie de faire un bout de chemin avec toi, tu peux le faire. Mais je répète, c'est mes années Providence qui m'auront appris le plus, parce que là, j'étais dans l'inconfort tous les jours par rapport à mes valeurs, par rapport à mon fonctionnement. Et donc, je dis souvent rigolant, après, dans le football, ça devenait presque une partie de plaisir. Parce que la vraie vie, c'est pas le football. La vraie vie, c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est des jeunes qui sont en difficulté au niveau scolaire, qui trouvent pas d'école, qui ont parfois fait des petites bêtises et qui le paient pendant un paquet d'années. Ça, c'est la vraie vie. Le sac à dos de la vraie vie, il est toujours beaucoup plus grand que le sac à dos du football. Hein. Mais pourquoi le foot? Était un amoureux du foot très jeune ou c'est par la suite que tu es vraiment tombé amoureux de ce sport? Ben, tu vas rigoler. J'aimais bien le football. Ce que je dis pas souvent d'ailleurs, parce que on dit souvent, mes amis dans le football disent souvent que je suis un des seuls mecs qui travaille dans le foot, qui dit du matin au soir, qui ne connaît rien au football. Moi, je dis souvent rigolant, 4-4-2, 4-3-1, bah, je ne même pas la différence. C'est un peu mentir, parce que j'ai joué au football jusqu'à 18 ans quand même. Mais, au niveau non, pas du tout. Je joue à Soigny, en provincial, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours estimé que le niveau que j'avais joué jusqu'à mes 18 ans ne me rendait pas légitime de pouvoir parler football quand ensuite je travaille dans le foot élite. Et puis surtout, et on en parlera certainement tout à l'heure par rapport au rôle de chacun et chacune, je pense que c'est important de rester à sa place. Donc quand moi, j'arrive en disant « je ne connais rien au football », au moins ils savent qu'il ne faut pas venir me dire « ouais, mais tu ne penses pas que je devrais jouer plus à droite, plus à gauche, le coach… » Non, ils savent qu'avec moi, on parle d'autre chose. Tandis que si je laissais la porte ouverte en interprétation, en commentant les matchs, je pense que je ne pourrais pas aller au bout de ce que j'essaie de faire maintenant depuis presque 15 ans dans le football. Tu m'as parlé tout à l'heure d'Anderlecht. Quel a été ton rôle dans cette structure? Écoute, quand je rencontre pour la première fois les dirigeants du Sporting d'Anderlecht, notamment Jean Kindermans, qui était à l'époque le directeur de l'académie, du centre de formation, il m'explique un peu une réalité qu'ils avaient qui était justement, et c'est un petit peu à mon avis l'objet aussi de tes interviews et des podcasts que tu mets en place, la difficulté de faire réussir des jeunes des quartiers bruxellois, et notamment issus d'une immigration africaine ou maghrébine. Et là, moi je te dis, ouais, j'étais supporter d'Anderlecht quand j'étais petit, etc. Mais je n'y connaissais rien. Donc je venais plutôt avec mon bagage de prof éducateur à la Providence. Et ce que je me suis permis de dire à Jean Kindermans et aux autres dirigeants, c'est que si vous limitez à ouvrir une RPET de 17 à 20 heures pour proposer du football, c'est pas suffisant pour optimaliser le potentiel d'un jeune. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que le jeune avant 17 heures, qu'est-ce que le jeune après 20 heures. Donc ça veut dire avant 17 heures, qui est-il à l'école, où est-il scolarisé, comment est-il scolarisé, et après 20 heures, au niveau familial, au niveau relations, etc. Et donc c'est comme ça qu'avec plusieurs, on a eu cette chance de créer au final cette première académie dans centre de formation dans le sport en Belgique, pareil dans le foot, dans le sport, ça veut dire un club de sport, un club de foot qui pense global et qui n'est pas là simplement pour proposer du football. Et c'est comme ça qu'on a créé le Purple Talent qui mettait justement en lien football, mais surtout scolarité, relations étroites avec les familles et aussi tout ce qui était un peu logistique, transport, etc. Parce que je répète, quand tu accueilles des gens dans une académie qui ont un sac à dos de vie, comme beaucoup de gamins des quartiers peuvent l'avoir, il faut s'intéresser à qui ils sont. Et pas simplement, ok, tu tapes bien dans le ballon, donc ça va aller. Oui, taper dans le ballon, ça serait une chose. Rentrer dans le club. Mais pouvoir y rester, y réussir dans la durée, c'est le package global. Et donc, avec le Purple Talent, on a commencé à avoir des miroirs et voir un peu des loupes, entre guillemets, entre qui sont-ils à l'école, qui sont-ils en famille, qui sont-ils dans la vie de tous les jours. Et ça a donné, je pense, pouvoir dire, avec toute cette équipe fantastique que j'ai côtoyée pendant près de 10 ans à NRP, tu as des résultats. Et tu te souviens encore des jeunes joueurs qui ont commencé ce programme-là? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus après avoir passé à ça? Ce qui était important pour nous dans le Purple Talent, et même si évidemment il y a toujours ce côté un peu hypocrite de retenir ceux qui ont réussi, oui, aujourd'hui quand tu prends une sélection des Diables Rouges,
presque la moitié est passée entre les mains du Purple Talent. Donc évidemment, c'est une fierté, depuis Romelu Lukaku jusqu'à Jérémy Doku, en passant par Yuri et tous les autres. Mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle. La plupart des Purple Talent, aujourd'hui, sont soit professionnels, mais des professionnels, façon de parler, qui intéressent beaucoup moins, qui font du foot un métier, mais pas le foot qui fait soi-disant rêver, mais c'est quand même très chouette de pouvoir transformer son loisir en un métier. Et puis surtout, il y en a plein qui aujourd'hui ont arrêté le foot ou font du foot au niveau purement amateur, mais à qui, j'espère en tout cas, l'école de vie qu'est le Purple Talent leur permet d'avancer dans la vie avec un vrai bagage, à la fois les diplômes qu'ils ont pu retirer de ce projet, mais aussi, je vais dire, un peu l'énergie qu'on a voulu. Parce qu'on a toujours essayé de faire comprendre que si tu veux être bon sur le terrain vert, donc le terrain au final qui intéresse tout le monde, tu dois être bon à côté du terrain. Moi, j'ai toujours utilisé l'expression un peu football. Si tu vises Champions League à gauche, tu dois être Champions League à droite. Et je ne me suis pas souvent trompé. Les jeunes qui à un moment disaient « Oui, tant que je suis bon au niveau du football, à côté, c'est pas trop important. À côté, c'est l'école, comment je me comporte, comment je dors, comment je mange, etc. » Ça marche jamais dans la durée. Le talent, je répète, est un ouvre-boîte. Pourquoi tu joues en élite, en RP, à l'Union ou ailleurs, et pas dans un club d'Iris? Parce qu'au point de départ, tu as un talent. Et limite, le talent, c'est même pas de ta faute. C'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau héréditaire. Par contre, la manière dont tu valides le talent, là, ça commence à devenir, je veux dire, ta responsabilité. Et c'est ça, évidemment, qu'on a essayé, au fil des années, d'inculquer aux gamins qu'on a rencontrés. Il y en a beaucoup qui ont bénéficié de ce programme-là, mais pour ceux, on va parler de ceux qui ne sont pas en centre de formation, selon ton expérience, quelle serait pour toi une routine idéale en prenant l'école, le foot, qui n'ont malheureusement pas bénéficié de ce programme-là du Purple Talent? Si je suis venu aujourd'hui, j'ai accepté l'invitation que tu m'as donnée, Yves. C'est justement ça qui m'a touché. Parce que je répète, le football a un côté très malsain, très hypocrite. C'est qu'on ne parle que de l'exception. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu prends un journal, tu as la moitié du journal qui est un cahier sport. Et dans le cahier sport, tu as 2/3 du journal qui est rien que sur le football. Et là, on te parle de tous ceux qui ont réussi des carrières hors normes, qui sont internationaux, qui jouent dans des grands clubs. Comme si aujourd'hui, si tu n'es pas international ou si tu n'es pas un joueur de Champions League, tu as raté dans le football. Donc ça, c'est déjà fausser la donne par rapport à qu'est-ce qu'un footballeur professionnel. Moi, je répète, la plupart des footballeurs professionnels gagnent leur vie correctement, mais certainement pas dans les chiffres qu'on entend dans les médias. Mais surtout, tous ceux qui n'ont pas eu accès très tôt, qui n'ont pas su prendre le train du foot élite, il y a une chose qui est sûre, et j'aime bien cette expression-là, on pourrait mourir un jour sans savoir qu'on sait jouer du piano. Pourquoi? Parce que la vie a fait qu'on n'a jamais eu accès à un piano, donc on ne savait pas si on était doué ou pas. Le football, on a tous joué dans la cour d'école, on a tous eu des copains, on a tous eu à un moment la possibilité plus ou moins d'avoir accès à un club ou une académie, etc. Donc, celui qui a un peu de talent, ça se remarque. Et même si tu joues plus bas, dans un premier temps, je pense qu'à un moment, si tu es fait pour aller plus haut, ça se fera naturellement. Ce qui arrive, et c'est là-dessus que si je peux apporter un modeste message aujourd'hui, ça sera justement un petit pari réussi pour nous deux, c'est les 50% qu'on ne maîtrise pas. La vie, le foot, c'est 2 colonnes. 50% de paramètres qu'on maîtrise ou qu'on doit maîtriser, et 50% de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand dans les paramètres qu'on ne maîtrise pas, et là, par rapport à ta question, c'est est-ce que j'ai été repéré, est-ce qu'à un moment, j'étais au bon endroit au bon moment, etc. Parfois, la réponse est non. Parfois, on a manqué de chance, ou une petite blessure au mauvais moment. Mais le problème, c'est que souvent, la plupart des jeunes, ou même des adultes, mais en tout cas ici, on parle des jeunes, quand dans la colonne qu'ils ne maîtrisent pas, ça se passe pas trop bien, ils se découragent dans leur propre colonne. Et c'est ça le problème. Tandis que quelqu'un qui jouerait aujourd'hui à 15-16 ans dans un plus petit club, mais qui garderait la passion et qui fait ce qu'il a à faire, ça veut dire équilibrer sa vie, importance capitale de l'école. Parce que je répète,
Je n'ai jamais vu quelqu'un réussir dans le football dans la durée qui n'avait pas à l'école une attitude positive. Là, je veux quand même taper du poing sur la table ou taper sur le clou. Ah, il faut le dire, ça Ce c'est qui vrai. ce qui est important à l'école, je ne dis pas que pour réussir dans le football, il faut faire des latins Obligatoirement. grecs et avoir 9 sur 10 à toutes les interros. Je dis juste que pour réussir dans le football ou dans la vie et dans le sport, il faut s'accrocher. Et j'ai vu trop de gens dans le Purple Talent ou ailleurs dans les autres clubs où je suis passé qui, ok, n'étaient pas très bons, on va dire, en mathématiques, ce qui Mhm. peut arriver, mais plutôt que de dire, ok, j'ai un peu faible en maths, mais je suis des gouttes pour faire 4 ou 5 sur 10, mais je vais au bout de mon potentiel, ils préfèrent entre une feuille blanche ou dire, ouais, je m'en fous, rien à foutre, ça compte pas, ça m'intéresse pas, etc. Mhm. Quand tu as cette attitude-là à gauche, tu l'auras un moment à droite au niveau de ton sport, au C'est niveau vrai. du football. Donc je répète, quelqu'un qui a un fonctionnement équilibré, ça veut dire qu'à côté de son loisir, poussé ou pas, en fonction si tu joues en élite ou à un niveau plus bas, mais qui à côté a un fonctionnement sain, va atteindre son plein potentiel. Moi, la seule chose que je peux souhaiter à quelqu'un, et c'est ça Mhm. parfois qui est difficile à comprendre pour les supporters ou les passionnés de football, c'est pas de terminer au Real de Madrid. C'est quand tu te lèves le matin, Mhm. d'être fier de soi, parce que tu as l'impression que tu as presque tiré le plein potentiel de ce que tu pouvais Tout ce que tu faire. as fait, ouais. Mais le problème du football, c'est que 9 joueurs sur 10, notamment chez les pros, ils sont dans la frustration d'être à un niveau qu'ils pensaient ne pas être le leur. Moi, j'ai plein de gamins que j'ai connus à Nerpet, Mhm. qui après jouent 4-5 ans plus tard dans des clubs plus modestes de D1A ou de D1B et qui le vivent comme une dépression au point de départ. Et limite là-bas, ils jouent même pas. Et ils se disent, oui, de toute façon, si c'est pour jouer en D1B, ça m'intéresse pas de jouer au football. Mais ils se rendent pas compte que déjà jouer en D1B, c'est avoir réussi. Ouais, c'est ouais, ouais. Mais, mais, Ils en mais, veulent toujours mais plus. ce qui est Ouais. un peu normal, parce que allez, et dernièrement, j'ai vu qu'Anderlecht avait de nouveau gagné des grands tournois chez les Chez les jeunes jeunes. Ouais, récemment, en là, U15, c'est U16 ou U18. C'est un peu logique quand tu as 15-16 ans et que tu fais des matchs de prestige en tournoi ou en Youth League comme nous à l'époque et que tu bats de manière régulière le Real de Madrid, Barcelone, le PSG. Dans ta tête, tu te dis, bah, moi plus tard, c'est contre ce type de club que je que vais je dois jouer. jouer. Ouais. Et puis quand tu joues ton avenir dans un, bon, je caricature, dans un Eupen Virton, bah, tu te dis, bah, moi, c'est pas ça que je voulais jouer. Et pourtant, pouvoir jouer à 21, 22 ans un Eupen Virton ou peu importe en D1B, Mhm. ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Sauf si tu t'es dit, ou tu étais influencé, parce que le milieu Sûrement, c'est évidemment influençable. du football est avec beaucoup d'influence, Mhm. que si tu ne joues pas à Anderlecht, voire mieux à 20 ans, t'es un échec. Là, au final, qui joue à ce moment-là, à ce niveau-là, que l'exception de l'exception de l'exception. Ouais. Les Diables Rouges, à peu de Diable choses rouge. près. Ouais. Mais je répète, c'est normal de penser ça, vu que quand tu ouvres un journal ou que tu allumes la télévision, tu ne vois que l'exception. Donc tu as l'impression que l'exception, c'est la norme, Exactement. alors Ouais. que l'exception reste une exception. Et ça, c'est un petit peu le rôle. Alors, on me demande souvent comment on peut qualifier mon rôle dans le foot et dans le sport. Je dis souvent emmerdeur. Je suis l'emmerdeur un peu de tous ces jeunes joueurs ou de ces familles Mhm. parce que je leur parle d'un itinéraire qu'ils ne veulent pas entendre et qui pourtant est l'itinéraire classique et même l'itinéraire très positif. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, ça fait quand même 15 ans que je travaille dans le foot professionnel, donc je peux dire que j'ai vu plusieurs générations. Il y a Mhm. des gamins que j'accompagne depuis qu'ils ont 10 ans, maintenant qu'ils ont 25 ans. Je dis pas qu'ils sont en fin de carrière, mais en tout cas, ils sont dans la force de l'âge. Et parfois, certains joueurs me disent, c'est fou parce que à certains moments, dans notre parcours, on pensait que soit tu nous aimais pas, soit que tu nous respectais pas. Pourquoi? Mais c'est normal, puisque j'étais le seul à leur dire, ou un des seuls avec l'équipe du Purple Talent, ce qu'ils n'avaient pas envie d'entendre. Là où tous les séducteurs du football qui voulaient rentrer dans leur vie, ben, viennent leur dire, quand on les sort à la mi-temps, ou que le coach, à un moment, les engueule, ouais, non, t'inquiète pas, ils croient pas en toi ici, t'inquiète pas, il y a des clubs, hop, porte de sortie, porte de sortie. Mais non, à un moment, et c'est pour ça que ce message-là, il est important pour
n'importe quel gamin qui joue en élite Ou ailleurs. ou qu'il joue ailleurs, à un moment, tu dois assumer la difficulté. Ah. Si aujourd'hui tu as 16 ans, que tu n'es pas en élite, ben voilà, il y a un défi. C'est comment, Attends. dans mon petit club, entre guillemets, régional, je peux devenir le meilleur. Déjà être le meilleur dans Et un crois-moi, si tu es le meilleur en régional, à un moment, ça va se voir. quelqu'un s'intéressera à Ça toi. va se voir d'office. Il y a Mais pas de- qu'est-ce qui se passe? Comme à l'école. Oh, vu que je ne joue qu'en régional, bah, je me donne pas à fond, ou je sabote, ou j'ai de telles pensées négatives, parce que limite je suis frustré. Limite je joue encore au foot, mais je n'aime plus le football. Et les facteurs extérieurs aussi. Les Le parents, nombre de les- joueurs, malheureusement chez les gamins, Ouais. qui aujourd'hui jouent encore au foot, mais n'aiment plus le football, parce que pour eux, réussir dans le football, c'est réussir dans la lumière. Non! À un moment, le foot, ça reste un sport. Et un sport, ça se construit et ça se réussit dans l'ombre. Je suis d'accord, totalement d'accord avec ça. Mais beaucoup, comme tu viens de le dire, tu as énormément parlé de l'éducation. Beaucoup de jeunes, même de parents, oublient que c'est le plus important dans le parcours d'un jeune sportif, que ce soit dans le foot ou ailleurs. Mais j'aimerais, selon ton expérience, bien sûr, hein, c'est quoi ces dangers? Parce que j'aimerais surtout que les parents comprennent que, certes, on veut que notre enfant réussisse dans ce monde-là, mais ils savent pas que, de moi, de mes connaissances, je sais que c'est très dur. J'ai même des amis à moi très proches qui sont professionnels, qui jouent dans les grands clubs, mais les parents savent pas à quel point ça peut être très très dur de rentrer dans ce monde-là. Toi, selon ton expérience, quels sont les dangers en fait dans ce milieu-là? Les dangers, c'est souvent la méconnaissance. Donc c'est pour ça que je dis que déjà avoir connaissance des trajectoires, donc prendre conscience que la trajectoire qu'on imagine pour un enfant, ça veut dire contrat à 15 ans, presque déjà dans le maillot pro à 16 ans, etc. C'est dans les bisounours. Oui, c'est les Diables Rouges, façon de parler, les internationaux, donc ils existent. Un Lukaku, un Tielemans, un Witsel, un De Bruyne, un Courtois. Oui, ils jouaient tous à 16 ans dans leur club formateur. Mais je répète, c'est des exceptions. Il y en a très peu. Donc la norme, ce n'est pas, je vais dire, ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est que le milieu du football est un milieu très complexe. C'est un milieu qui te donne tout avant d'avoir réussi. Je compare souvent cette expression-là que j'aime encore bien, c'est de dire, le football, c'est quoi? C'est comme si quand tu es en première secondaire, tu fais une très bonne interro de maths, et donc deux choses. On te met en quatrième directement, parce que, oh ouais, travaille bien en première, donc on le met en quatrième, donc on te surclasse, ou pire, parce que ça reste un milieu d'argent, on te donne une bourse jusqu'à l'université, parce qu'on dit, avec l'interro qu'il a fait en première secondaire, ça peut devenir, façon de parler, un grand ingénieur ou un futur médecin. Mais non, à l'école, première, deuxième, troisième, quatrième, et puis on voit l'évolution. Mais le foot, c'est vite, projection, et aller plus vite que la moyenne. Et c'est en ça, tu vois, que j'ai retrouvé un petit peu ce que j'ai connu dans j'aime pas le mot, mais bon, au moins tout le monde le comprend, dans la délinquance, en accompagnant des jeunes en décrochage. Pour moi, c'est quoi un délinquant? C'est quelqu'un qui veut une vie en accéléré, qui veut Sauter les étapes. aller plus vite que la normale, qui veut, entre guillemets, avoir quelque chose alors qu'il n'est pas encore en état de pouvoir l'acheter, etc. Le foot, c'est pareil. C'est pour ça que le foot, au final, ce sont tous, entre guillemets, des apprentis délinquants, puisqu'ils veulent tous aller plus vite que la moyenne, et quand ils ne rentrent pas là-dedans, ils sont frustrés. C'est où lui, il a déjà un contrat, pas moi. Lui, il s'entraîne déjà parfois en surclassement, 2 catégories au-dessus, pas moi. Non, chacun son rythme. Combien de fois j'ai dit à des gamins dans le passé, écoute, on verra dans 5 ans. On verra dans 5 ans où tu seras et où ceux dont tu es frustré pour l'instant seront. Ben, crois-moi, hein, généralement, pour ceux qui arrivent à garder la sérénité et dans leur fameuse colonne des 50% qu'ils contrôlent, continuer à optimaliser, au bout du chemin, ils sont toujours premiers sur la ligne. Je suis totalement d'accord avec toi. Et pour toi, tu penses qu'on est en Belgique, les meilleurs se trouvent en élite? Les meilleurs joueurs? Tu sais, le football, c'est une affaire de train. Et c'est ça aussi qui est très compliqué dans le monde du football et je mets souvent en garde les parents en premier lieu parce qu'au final, les premiers coachs d'un apprenti footballeur, c'est les parents, mais pas les coachs football. Les parents, malheureusement, souvent, parce qu'ils aiment, ils sont passionnés, ils aiment leur enfant, ils sont ambitieux, ils dépassent parfois leur rôle, non?
je répète, la première chose qu'il faut pour réussir dans le sport et dans le football, c'est humainement être à la hauteur. Ouais. Donc parfois on me demande quels conseils tu pourrais donner à des parents qui veulent faire grandir dans le Leur enfant. football correctement quelqu'un. Tu sais ce que je leur réponds? Absolument. Que votre enfant fasse la vaisselle, fasse l'aspirateur, Donner des tâches aux enfants à la etc. maison, ça, je suis totalement d'accord Qu'il avec reste toi. comme les C'est autres. vrai. Mais parfois, les parents, et je répète, ils ne croient pas mal faire. Ils se disent, mon gamin a une telle vie, puisqu'il est en élite, il s'entraîne déjà par semaine 4 ou 5 fois, ou il doit combiner avec l'école, donc il a le droit à la maison, vis-à-vis de ses frères et sœurs, de ne pas faire les tâches ménagères, etc. Non, il faut envoyer le signal aux enfants, même si tu as un don, je répète, en plus le don, c'est pas ton mérite. C'est quelque chose Non, qui quelque chose vient, qu'on t'a qui donné vient de et que tu dois l'extérieur. travailler. Donc, je bien vais sûr. dire, c'est le reste qu'il faut cultiver. Mhm. Donc, ça veut dire que si tu laisses le gamin simplement dans son don et que tu ne développes pas à côté sa faculté de travailler, de se remettre en question, d'être dans l'inconfort, tu l'envoies dans le mur. Donc, ça, c'est une première chose. Mhm. Et la seconde, qui n'est pas facile, c'est que le football, c'est un milieu qui fait rêver. Moi, je dis souvent, si tu demandes, si tu fais un micro-trottoir dans la rue, et que tu demandes un peu aux gens quel est votre rêve, tu as souvent, et ça c'est à travers le monde d'ailleurs, deux réponses qui te viennent. Gagner au loto, C'est ou compliqué, pour les ça. petits garçons, partout dans le monde, devenir un grand footballeur. C'est ce qu'on fait à l'école aussi, quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard. Mais le problème, et c'est pour ça que j'aime bien la métaphore avec le loto, Ouais. quand les gens disent gagner au loto, ils ne parlent pas des gens qui gagnent chaque semaine, parce que chaque semaine, il y a des milliers de gens qui gagnent au loto. Ils gagnent combien? 5, 10 euros, Ouais. ils récupèrent leur mise. Mais quand les gens que du gros disent lot. gagne au loto, ils parlent de quoi? Gagner prix. la cagnotte qui Euh, fait que tu ne travailleras plus et que tu tout à seras, fait, entre ouais. guillemets, rentier toute ta vie. Pareil pour le football. Quand les gens aujourd'hui disent, les gamins ou leur famille, ou je rêve que mon fils, ou je rêve de devenir un footballeur professionnel, ils parlent pas, comme je disais tout à l'heure, de jouer dans un championnat parallèle, un championnat de seconde zone, ou de jouer en D1B. Mhm. Ils estiment que si tu ne joues pas dans un club qui fait la Champions League et que si tu ne joues pas si tu n'es pas international, bah oui, tu fais carrière, mais bof, c'est anonyme. Et ça, c'est aussi compliqué. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit essayer, je veux dire, d'inculquer et de communiquer aux gens, et notamment quelque chose qui est capital dans le foot, comme information, et que les gens ont très peu. Et aujourd'hui, parce qu'après Anderlecht, j'ai collaboré avec pas mal de clubs, que ce soit au Standard de Liège, au RWDM, à l'Union Saint-Gilloise ou à la Louvière, c'est que la plupart des joueurs qu'on rencontre dans le football, ils ont une particularité. Et ça, je pense que c'est important que les gens l'entendent. Le sache, ouais. 9 footballeurs sur 10 ont une courbe de carrière descendante. Ça veut dire que plus ils avancent dans leur parcours, depuis leurs 15, 16, 17 ans, moins ils vont vers leur objectif initial. Ça veut dire que quand ils avaient 15 ans, en façon de parler, dans leur tête, où les gens autour d'eux leur disaient « tu termineras au Barça ou au Real », et au final, ils jouent en D1B ou en National 1 à 22 ans. Ça, c'est une première chose. Donc, plus tu avances, plus dans leur tête à eux, ils reculent. Et ce qui n'est pas la réalité, puisque déjà, être pro, c'est déjà une réussite. Mais dans leur tête, c'est pas pro comme ils voulaient. 2, ce qui n'est pas négligeable évidemment, vu que c'est un milieu d'argent, et c'est surtout un milieu de projection, ça veut dire qu'à un moment, quand tu as 15 ans, on te paie pas sur ce que tu es aujourd'hui, on te paie sur ce qu'on pense que tu peux devenir. Comme l'exemple de l'école. Tu as fait une belle interro en première secondaire, donc on pense que tu seras capable dans 6 ans de faire des études à l'université de cette manière-là. Mais c'est une projection. On n'a pas de base. En 5-6 ans, il peut tout se passer. Et donc, moi, et ça c'est quelque chose que très peu de gens, malheureusement, entendent ou réalisent. 9 footballeurs sur 10, plus il avance dans le milieu du football, moins il gagne d'argent. Là où on croit qu'être footballeur footballeur professionnel, c'est gagner beaucoup d'argent, belles voitures et les belles maisons, etc. 9 footballeurs sur 10, plus il avance dans son parcours professionnel, plus son salaire diminue. Il n'y a que dans le football que tu vois ça. Dans n'importe quel autre boulot, les boulots les plus classiques, même si c'est que, façon de parler avec l'inflation, 50 ou 100 euros de plus par mois chaque année, c'est 50 ou 100 euros de plus vers le haut. Tandis que dans le football, c'est vers le bas. Donc ça, c'est une deuxième chose qui est terrible. T'imagines,
tu es un gamin, tu n'as aucune expérience de la vie, plus tu avances, plus ton objectif initial s'éloigne, plus tu avances, moins tu gagnes d'argent. Et si je prends un truc, je ne vais pas dire plus léger, mais on sait qu'à quel point ça compte aujourd'hui, les réseaux sociaux, Ouais. plus tu avances, moins tu as de followers. Ouais, ça c'était. Ouais. Quand tu signes à 15-16 ans en tant que jeune espoir d'un club et que tu peux mettre le beau maillot, que tu crois que tu es footballeur professionnel, alors non, tu as signé une affiliation professionnelle, un contrat professionnel, mais tu n'es pas. Aujourd'hui, football professionnel, c'est 50 ou 100 matchs pro. Mais quand tu, à 15-16 ans, est présenté par ton club comme la nouvelle pépite, là, tes followers Ça monte. Mais ça se fait très jeune maintenant. augmentent. Et par contre, tu quittes ton club formateur pour un club de seconde zone, tu perds des followers. Tu descends encore, tu perds des followers. Mais encore une fois, ça veut dire, on s'en fout des followers, mais c'est la symbolique de la lumière. Ça veut dire que plus tu avances dans le monde du football, plus tu pars dans l'ombre. Mais tu t'imagines, dans la vie, moi j'ai des gamins, et là, c'est pas l'exception, c'est la majorité. La plupart des gamins que j'ai rencontrés dans le football ont connu leur pic de vie entre 15 et 18 ans, 16 et 20 ans. Ça veut dire que plus jamais, après 20 ans, ils ne gagneront autant d'argent. Plus jamais, après 20 ans, on s'intéressera soi-disant à eux autant. Mais tu t'imagines, si tu n'as pas à côté des balises où tu peux exister autrement que parce qu'il se passe avec un ballon, tu t'imagines la vie. Tu sais que moi, la plupart des footballeurs avec qui j'ai travaillé, ils savent même plus regarder à la télé un match de foot. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils devraient être dans l'écran, dans la TV. C'est dommage. Ça, ils sont frustrés parce que psychologiquement c'est fini. Ils croient que ils ont été victimes d'un complot contre eux, que le monde du football s'est lié contre eux pour qu'ils ne réussissent pas, et ils estiment que les mecs qui sont dans la TV, ils étaient moins forts qu'eux, et donc ils veulent plus regarder ça. Et là, ça répond aussi en partie à ta question par rapport aux gamins qui ne seraient pas aujourd'hui dans le circuit élite. Non. Si tu gardes ta passion et que tu fais ce que tu as à faire, tu termineras tout où tu dois terminer. C'est certain. Ça va être un bon conseil. Ouais. C'est certain. Mais le problème, c'est qu'à un moment, on se décourage et on tire la prise. Parce qu'on a l'impression qu'on est victime, qu'on n'a pas eu de chance, qu'on n'a pas été aidé, qu'on n'a pas les bonnes personnes, qu'un tel entraîneur t'a saboté, que j'ai pas le bon agent, que le président du club, etc. Enfin, tout ce qu'on peut dire et qui existe. Hein. Je ne dis pas qu'à un moment, on n'a pas un entraîneur qui, de manière objective, pense que tu n'es pas capable et à un moment te bloque un petit peu, ou dans le foot élite, le foot pro, qu'à certains moments, si tu n'as pas un certain manager, peut-être que tu es bloqué, etc. Tout ça existe dans le milieu du football. Mais je répète, pour la plupart, quand ils vivent ça, c'est le château de cartes qui s'écroule. Tandis que ceux qui sont capables, au moment de digérer la déception comme tout le monde, mais après, dans leur colonne des 50%, de se remettre au travail, de retrouver la sérénité et de repartir vers l'avant, c'est parti. Je suis totalement d'accord avec toi. Et vu on parlait de l'éducation, de tous ces points-là qui font que notre système, malheureusement, ne fonctionne pas encore très bien. Quand on va parler un peu de l'équipe nationale, quand on voit l'équipe nationale, penses-tu que ces problèmes-là, c'est la cause du fait que beaucoup de jeunes d'origines différentes, issus de la diversité, ne choisissent pas l'équipe nationale belge, décident, vu qu'on les a pas, on ne sait pas s'occuper d'eux humainement, ils décident d'aller, disons, pays d'origine, que de jouer même pour la sélection nationale. On le voit par exemple récemment avec les Ryan Bounida, les Sadiki qui explosent avec leur pays d'origine. C'est une belle et grande question où il y a plein de réponses possibles. Moi qui suis un grand amoureux, comme je te l'ai dit, tu as connu un peu les équipes nationaux du continent africain, qui a accompagné beaucoup de footballeurs africains d'Afrique. Je dis souvent dès l'aéroport, pour tout le processus d'intégration, des gens comme Chancel Mbemba, Diomersi Mbokani, Cheikhou Kouyaté et d'autres. Et beaucoup de binationaux, beaucoup de gens belges, bruxellois, mais d'origine africaine ou maghrébine, etc. Moi, j'y vois une raison plus positive. Alors, je ne dis pas que ce que tu dis n'a pas son fond de vérité, loin de là.
Mais aujourd'hui, vu que le football a évolué partout à travers le monde, c'est professionnalisé, ben aujourd'hui, et c'est génial, les pays africains, le Maroc, hein, t'as un exemple extraordinaire de ça, Mhm. peuvent maintenant clairement offrir quelque chose de très qualitatif, avec des vrais objectifs. Aujourd'hui, bah, quel bonheur de voir la RDC pour la première fois depuis La Coupe du Monde, ouais. plus de 50 ans à la Coupe du Monde, parce que maintenant, en RDC, on commence à bien travailler, et donc ça donne l'envie à des jeunes qui ont été éduqués dans le haut niveau de rejoindre cette équipe. Là où il y avait un petit retard il y a 10, 15, 20 ans d'ici, où Mhm. c'est clair qu'il y avait une trop grande différence entre accepter une sélection européenne, et en plus les clubs te mettaient la pression parce que les problèmes un peu logistiques, etc. Aujourd'hui, on est moins là-dedans. Donc c'est très bien et ça va tirer vers le haut à la fois l'Afrique et les jeunes, je Mhm. vais dire. Mais la question de la double culture, ça dépasse le football. Et ça, je répète, moi qui travaillais dans des écoles où les jeunes n'étaient pas spécialement ou pas du tout footballeurs, ils avaient la même au final questionnement. Est-ce qu'au final, pourtant des gamins qui sont nés ici de plusieurs générations, Mhm. au final, est-ce que je suis vraiment belge? Est-ce que je suis Ouais. vraiment belge quand je suis dans des écoles où il y a un manque de profs, Mhm. ou quand j'ai l'impression qu'au niveau parfois de la justice, il y a peut-être des petites différences, etc. Donc la question de la double culture, elle dépasse largement le football. Et j'ai envie de dire que dans le football, c'est un problème de luxe. Quand je dis de luxe, c'est un problème, je vais dire, tiré vers le haut. Au D'accord. final, jouer une Coupe du Monde avec les Diables, ou jouer une Coupe du Monde avec les Lions Indomptables, ou avec les Léopards, bah, c'est quand même pour un projet fantastique. Ouais. Donc, de toute façon, on ne sait pas choisir entre son père Ah, et c'est sa mère, difficile, bien sûr. Ça, c'est un choix que même toi, t'as pas envie de faire. bien On n'a sûr. pas envie de faire ce choix-là. On va terminer un peu sur. J'aimerais en fait savoir ton avis sur notre système de formation des jeunes, surtout, donc de la CFF. Qu'est-ce que tu en penses? Je suppose que tu es déjà passé un peu dans les petits clubs, sûrement près de chez toi ou quoi. Qu'est-ce que t'en penses d'un peu de la formation, de la gestion un peu de certains petits clubs, on va dire. Que contrairement à ce qu'on peut croire, le fonctionnement entre ce que tu appelles des plus petits clubs, on va appeler Mhm. des clubs Les amateurs, clubs amateurs, ouais. et des clubs professionnels, on est dans la même logique. Ça veut dire quand il y a un talent, un joueur qui joue un peu mieux que la moyenne, Mhm. on fait tout un cinéma autour de lui. Ça veut dire que on a peur de le perdre. Parce que le football, c'est ça aussi. Dès qu'il y a un talent, on a peur de le perdre. Et quand je dis le perdre, ça veut dire le perdre physiquement. Ça veut dire Mhm. qu'il aille ailleurs, dans Ailleurs, un ouais. autre club. Et donc souvent, et si tu me permets l'expression, Mhm. on baisse son pantalon. Ça veut dire que Ouais. si le gamin ou sa famille ou son entourage dit si vous voulez qu'il reste ici, montrez-nous du respect, donc ne l'engueulez plus, ou plus d'inconfort, ou surclassez-le, ou remboursez-nous nos frais de déplacement, etc., Mhm. on tire déjà une balle dans le pied. Parce que je répète, oui, surclassé, c'est bien, mais moi j'ai vu beaucoup de joueurs surclassés, mais je répète que ça soit, parce que c'est son talent, Mhm. qu'on soit en iris ou que ça soit en élite, c'est la même logique. Ça, rien que parce que il avait montré une fois ou deux quelque chose. Et j'entendais même, ce qui je peux me permettre, des conneries Mhm. dedans, qui étaient, oui, mais il n'est pas régulier en U14 parce que c'est trop facile pour lui, donc mettons-le dans l'inconfort en U15. N'importe quoi. Pour moi, on doit te surclasser en U14 Mhm. vers les U15. Si tu marches sur l'eau, ça veut dire qu'à chaque match, C'est vraiment facile. Oh, à chaque match, tu écrases tout le tout. monde. Là, on peut dire, ouais, là, ça devient trop facile. Mais si tu analyses bien, Mhm. la plupart des surclassements qu'on fait, c'est pas des surclassements comme ça, c'est plutôt peur de perdre le joueur, C'est bon, ça. Ouais. ou écouter quelqu'un qui te dit, faut le mettre en difficulté parce que vu que pour l'instant il joue pas bien, en le surclassant il jouera mieux. Je n'ai jamais vu de ma vie un footballeur qui Mhm. était moyen en U14 qui devenait bon en Avec U15. 15 ans. Mais pourtant, le football, que ce soit en iris ou en Élite. élite, Ouais. fonctionne comme ça. Et c'est Malheureusement. pour ça, tu vois, on envoie un mauvais signal aux gamins, et puis c'est comme ça que là, à un moment, la chute se fait. Mais il y a autant de chutes
dans le foot régional que dans le foot élite. C'est vrai. C'est vrai. Énormément. Surtout dans le foot élite, quand il sort de là, mentalement, t'es détruit. Combien de fois T'es dans le détruit. football tu entends l'expression « mais qu'est-ce que ce joueur-là joue à ce niveau-là » Mais quand les gens disent ça, ils parlent juste de ça. Ils disent Du parce ballon. qu'il sait faire Passe ça, du ballon, ouais. c'est pas normal qu'il ne joue que là. Mais ça, c'est un détail de l'histoire. Si, pour réussir dans le foot, savoir jouer au football, c'était le plus important, Mhm. mais on n'aurait même pas assez d'équipes pour pouvoir mettre tout le monde. Non, je répète, le talent, c'est simplement le visa pour rentrer quelque part. Mais si je prends l'exemple du visa pour un pays, avoir le visa pour aller visiter un pays, c'est encore assez facile malgré tout, Mhm. mais pouvoir s'y plaire, s'y intégrer, y prendre du plaisir, mais ça c'est là que l'histoire commence. C'est autre chose. Mais dans le football, c'est pareil. Tu rentres dans le football facilement si tu as un talent, quel que soit le niveau de ton talent en fonction du niveau du club. Mais pouvoir y faire un bout de chemin, ça, c'est les autres compétences. Et trop souvent, malheureusement, parce que le football, ça paraît facile à comprendre. C'est pour ça que je te dis que j'aime bien dire que je n'y connais rien et je me mêle jamais d'une analyse, entre guillemets, technique. C'est que beaucoup de gens, parce qu'à un moment, le joueur a fait quelque chose de spectaculaire, eh bien, on estime que c'est un bon joueur. Non, il a juste montré qu'il avait quelque chose. Mais c'est Il avait pas un suffisant pour potentiel, réussir. Et je terminerai vraiment par là. Et Mhm. c'est pour ça que tu as tant de gâchis. Mais je répète, c'est la même chose pour un gars qui jouerait en U21 dans un club de National 3 que pour quelqu'un qui est en élite. Mhm. Beaucoup de joueurs qui passent la barrière des jeunes vers une équipe première, donc la formation, post-formation vers une équipe pro, ne réussissent pas. Pourquoi? C'est très simple. Comment tu arrives dans une équipe première? Parce que tu as montré sur l'année 3-4 fois que tu avais quelque chose. Que tu savais dribbler, Dribbler, etc. ouais. Et puis tu arrives en équipe première, et c'est pareil à quel que soit le niveau. En équipe première, tu as un coach, parce qu'on vire autant des coachs, façon de parler, en 5e division qu'on en vire en première division malheureusement. Mhm. Qu'est-ce qu'attendent les coachs chez les adultes? Fiabilité, régularité. Ce qu'on va mettre dans le journal, 6 sur 10. Un coach chez les pros ou en équipe première, chez les adultes, il veut des joueurs à 6 sur 10. Ça veut dire des joueurs fiables, réguliers et qui sait d'avance ce qu'ils sont capables de lui donner. Si le joueur sait en plus sur l'année faire 4-5 matchs à 7 ou 8, tant mieux, c'est le bonus. Et limite, c'est même ça qui va lui permettre d'aller à un niveau plus haut. Mais le problème, c'est que la plupart des joueurs qui arrivent en équipe première, ils sont arrivés comment jusque-là? Parce que chaque année, ils font 3-4 matchs à 7, 8, 9 sur 10. Mhm. Donc on dit, il y a quelque chose, il a un talent. On parie Mais quand sur ils lui. arrivent en équipe première, le talent d'être régulier, ils ne l'ont pas. Non plus. Et c'est pour ça, et j'ai souvent eu ce débat-là avec des dirigeants, des coachs, et notamment, qui se plaignaient de certains joueurs. J'ai dit, coach, est-ce que ce que tu attends de lui, il sait le faire? Et là, la réponse était, bah oui, quand on voit ses qualités. Je dis, non. Là, tu me parles de ses qualités pures de football. Footballistique, ouais. Mais est-ce que, dans son parcours depuis 10 ans, et c'est là que l'école te permet de comprendre qui il est, etc., ou à côté, est-ce que il nous a déjà montré, dans son parcours chez nous, chez les jeunes, qu'il était régulier? Et là, tu grattes, tu dis, bah non, c'est vrai qu'il nous sort parfois des matchs incroyables, mais tu sais jamais quand, et quand tu penses qu'il est lancé, il est reparti pour un mois où c'est up and down. Okay. Mais comment veux-tu attendre de quelqu'un quelque chose qu'il ne sait peut-être pas faire? Et ça, c'est une des particularités, je vais dire, du football, que tu ne trouves pas dans les autres métiers. Je vais dire que dans un autre métier, il y a un diplôme, il y a des études. Si je veux dire, si tu es secrétaire, bah, tu as validé que tu sais utiliser Excel, Word, etc. Avant de passer les étapes, tu peux pas sauter les étapes. C'est validé. Dans le football, je répète, il y a beaucoup de footballeurs dont on attend quelque chose qu'ils ne savent pas faire et qu'ils n'ont jamais fait dans le passé. On pense aussi que, mais on est sûr de rien. En tout cas, merci à toi, Jean-François, d'être là aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup appris en t'écoutant. Franchement, j'étais vraiment du fond du cœur. Donc, merci d'être venu aujourd'hui, de nous avoir accordé ce petit temps. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce petit moment passé avec nous. N'hésitez pas, si on a oublié des petits sujets, à nous dire dans les commentaires. On abordera, bien sûr, si Jean-François veut bien, revenir une autre fois et on abordera ce sujet-là. Encore merci à toi, Avec plaisir. Jean-François.